ressortissants congolais en France au nom du principe de la compétence universelle. Cette condamnation va-t-elle ouvrir la porte à d'autres poursuites de chefs de guerre rebelles, vous pensez? Écoutez, la compétence universelle, c'est un principe de droit international qui est en réalité reconnu par de nombreux États dans le monde, mais seulement quelques-uns décident de l'exécuter, d'en faire application, dont la France par exemple, l'Allemagne ou la Belgique. La France a décidé d'agir contre M. Lumbala parce que M. Lumbala vivait en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ça y est, le verdict est tombé en France dans le procès historique de l'ex-rebelle congolais Roger Lumbala, reconnu coupable pour complicité et crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Entre 2002 et 2003, cet ancien chef de guerre du RCDN, âgé de 67 ans, écope de 30 ans de réclusion donc criminelle. Et pour en parler ce soir, nous recevons Maître Henri Tulliez. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des avocats des parties civiles dans le procès donc Lumbala. Comment ont réagi les victimes, les parties civiles face à cette annonce? Une réaction de soulagement, soulagement parce que certaines d'entre elles attendaient ce procès depuis plus de 2 décennies. Un soulagement aussi parce que cette quête de justice a été semée d'embûches et d'obstacles. Certaines parties civiles ont été menacées, ont été intimidées en République démocratique du Congo. Et puis, il a fallu aussi prendre en compte toutes les difficultés pour faire venir ces personnes à Paris pour qu'elles puissent faire entendre leur voix devant les juges et puis témoigner des crimes qu'on a subis il y a plus de décennies est extrêmement difficile. Donc je pense que c'était un soulagement, une satisfaction pour les parties civiles d'être enfin prises au sérieux par des autorités judiciaires. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, les parties civiles ont insisté sur le rôle de cette ex-rebelle comme étant, je cite, la tête donc pensante de l'opération, effacer le tableau, une opération donc d'une extrême violence avec des viols, des pillages et même des exécutions sommaires. Mais quels sont les éléments qui ont fait le plus basculer dans cette décision de la Cour? Parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même une opération qui s'est écoulée 3 décennies tout de même. Oui, alors c'est une opération qui a eu lieu en gros de 2002 à 2003, une opération qui a été menée par M. Roger Lumbala et à l'époque aussi par Jean-Pierre Bemba. C'était une fusion de troupes à la fois du MLC et du RCDN dans le but de conquérir des territoires pour pouvoir avoir un poids politique plus important dans les négociations de ce qu'on a appelé 4+1, c'est l'accord inclusif et global de cette époque avec le nouveau régime de Joseph Kabila, Joseph Kabila. Le but de cette opération de tableau, c'était donc d'occuper plus de territoires, mais c'était aussi quelque part de s'enrichir, puisque l'opération de tableau a pillé énormément de biens, à la fois les biens qui appartenaient aux individus sur le terrain, mais aussi des biens tels que des ressources naturelles comme les diamants et l'or, notamment pour pouvoir ensuite les revendre ou les passer à l'Ouganda, le pays voisin qui a beaucoup supporté, beaucoup soutenu cette rébellion. Alors, tout au cours de ce procès, il y a eu ce qu'on appelle à la fois des témoins de contexte, donc c'est des personnes qui connaissaient très bien cette région pour avoir travaillé dessus à l'époque des faits ou juste après la commission des crimes, donc notamment des enquêteurs des Nations Unies, mais aussi des chercheurs d'organisations non gouvernementales qui se sont déployés immédiatement après les faits sur le terrain, notamment à Mombasa et à Beni, pour pouvoir enquêter, documenter ces crimes contre l'humanité et ainsi nous permettre d'avoir accès à des rapports extrêmement bien étoffés qui ont pu être lus et cités pendant toute cette procédure. Et puis, il y a eu un autre moment très important, c'est à partir du moment où, vers la moitié du process, ont commencé à venir les parties civiles, les survivants des massacres, qui ont pu expliquer les yeux dans les yeux aux juges et aux jurés ce qui leur était arrivé, à travers quoi ils avaient dû travailler et traverser. Et je pense que ça a été un moment vraiment important parce que finalement, on a réussi à faire arriver le Congo, une partie de l'Ituri dans cette salle d'audience
dans cette salle d'audience avec principalement des jurés, des juges français, des procureurs français, des avocats français, mais où tout d'un coup, la voix des Congolais, la voix de ces victimes a pu être entendue. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur. D'ailleurs, il faut le souligner, c'est le tout premier procès d'un ressortissant congolais en France au nom du principe de la compétence universelle. Cette condamnation va-t-elle ouvrir la porte à d'autres poursuites de chefs de guerre rebelles, vous pensez ? Écoutez, la compétence universelle, c'est un principe de droit international qui est en réalité reconnu par de nombreux États dans le monde, mais seulement quelques-uns décident de l'exécuter, d'en faire application, dont la France, par exemple, l'Allemagne ou la Belgique. La France a décidé d'agir contre M. Lumbala parce que M. Lumbala vivait en France. Il avait sa résidence principale en France et il avait déposé une demande d'asile en France. Or, lorsque vous êtes suspecté de crimes internationaux et que vous vivez en France, la France est tenue de vous poursuivre. C'est une obligation internationale et qui a été internalisée en droit français dans le Code de procédure pénale. Donc c'est sur cette base-là, sur la base de la compétence universelle, qu'il a pu être possible de poursuivre M. Roger Lumbala et de le juger. Roger Lumbala n'est pas le premier étranger à être jugé sur la base de la compétence universelle en France. Il y a eu des génocidaires rwandais, il y a eu des Syriens, il y a eu un complice de Charles Taylor qui a été condamné récemment. Et maintenant, il se trouve que c'est tombé sur Roger Lumbala, mais c'est simplement parce que c'était lui qui avait décidé de venir en France. En conséquence, pour qu'il y ait d'autres poursuites sur la base de la compétence universelle contre des ex-rebelles congolais accusés de crimes internationaux en France, il faut que ces personnes aient leur résidence habituelle en France. Donc ce critère-là est déjà va permettre, si vous voulez, d'évacuer énormément de personnes. Si je vous pose cette question, Maître Tullet, c'est parce qu'une question reste essentielle, c'est que l'actuel vice-premier ministre de la RDC, Jean-Pierre Bemba, qui est lui aussi accusé d'avoir participé à l'opération Effacer le tableau, lorsqu'il était lui chef rebelle du MLC, on peut donc s'attendre à ce qu'il ne soit pas condamné alors en France, dans ce cas-là. Ouais, il faudrait qu'il ait un lien de rattachement très fort avec la France et à ma connaissance, il n'en a pas. Donc il serait très compliqué aujourd'hui pour la France de poursuivre quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. Mais peut-être que d'autres pays peuvent le faire, peut-être que la Cour pénale internationale pourrait s'intéresser à nouveau à lui à l'aune de ce nouveau jugement. Mais bon, la Cour pénale internationale s'est déjà un petit peu cassé les dents avec le cas de Jean-Pierre Bemba par le passé, donc cela m'étonnerait. Et vous, personnellement, comment avez-vous vécu ce procès historique ? On sait que Roger Lumbala a refusé d'assister au débat et surtout qu'il a dénié toute légitimité de la justice française. Voilà. Un procès comme celui-ci, c'est un véritable tunnel. C'est des audiences d'environ 10 heures par jour pendant 5 semaines où on va étudier un dossier d'instruction extrêmement volumineux et où on va entendre des dizaines de personnes, des témoins, comme je disais, soit de la République démocratique du Congo, soit d'ailleurs. Évidemment, l'ensemble de ces faits, on aurait aimé pouvoir les opposer à Roger Lumbala pour entendre ce qu'il a à dire, pour comprendre pourquoi telle ou telle décision ont été prises. Maintenant, Roger Lumbala, au premier jour du procès, a récusé ses avocats et a considéré que la Cour était illégitime pour le juger. Mais pendant toutes les années qui ont précédé, parce qu'il ne faut pas oublier que Roger Lumbala il a été interpellé à la fin 2020 et mis en examen en 2021. Pendant toute la période d'instruction qui a duré environ 2 ans, il a participé à l'instruction. C'est-à-dire qu'il a répondu à tous les interrogatoires du juge d'instruction. On a des centaines de pages de déclarations de Roger Lumbala en instruction. Et c'est le jour du début de son procès où là, il va crier au scandale, crier à l'illégitimité, alors même qu'il avait joué le jeu de la justice française auparavant. Donc, on a trouvé ça un tout petit peu curieux de sa part. On n'a pas trop cherché à spéculer sur les raisons de cette stratégie. Mais bon, moi, je pense qu'il n'avait pas très envie de regarder droit dans les yeux des victimes, d'entendre parler des crimes qu'il avait commis. D'ailleurs, d'après vous, que dit ce procès de la capacité de la justice française à juger des crimes commis à l'étranger ? Les victimes sont beaucoup plus entendues en France ? En tout cas, dans ce dossier, les victimes sont beaucoup plus entendues en France que dans d'autres pays, y compris en République démocratique du Congo, où les crimes commis pendant ce qu'on appelle la Deuxième Guerre du Congo en 2002-2003 restent largement impunis. Roger Lumbala est finalement le premier, hormis ceux qui ont été jugés par la Cour pénale internationale, à répondre de ses actes devant une juridiction nationale, qu'elle soit étrangère ou non. Donc c'est un processus compliqué. La France a joué sa part.
La France s'est dotée depuis quelques années de magistrats spécialisés dans les crimes internationaux, des juges d'instruction et des procureurs. Elle s'est donné les moyens de pouvoir organiser ce genre de procès. Et quand je dis qu'elle s'est donné les moyens, elle s'est aussi donné les moyens de pouvoir faire venir une trentaine de personnes depuis l'Itourie pour être entendues par la cour d'assises et auparavant par le juge d'instruction. Maintenant, c'est une justice aussi un peu nouvelle, donc il y a des insuffisances sur lesquelles il va falloir travailler. Et puis, notamment, une grande difficulté, c'est que ces parties civiles, ces victimes, elles vont rentrer en République démocratique du Congo. Et une fois qu'elles sont là-bas, elles ne bénéficient plus du soutien de la justice française. Donc c'est à la République démocratique du Congo et aux autorités congolaises maintenant de s'assurer que ces victimes puissent bénéficier de certaines formes de sécurité et puissent bénéficier de certaines formes de réparation. Donc on veut appeler les autorités congolaises à jouer le jeu de la justice en protégeant ces personnes et en les accompagnant dans une démarche de réparation pour pouvoir aller au bout de la justice en réalité. Et d'ailleurs, comment s'est passée cette prise de contact avec les parties civiles lorsque vous avez mentionné que plus d'une trentaine ont témoigné dans le cadre de cette audience? Je pense que l'une des grandes forces de la République démocratique du Congo, j'ai la chance de travailler sur ce pays depuis plusieurs années, c'est sa société civile. Il y a une société civile extrêmement forte, que ce soit à Kinshasa ou dans d'autres régions, notamment à l'est du Congo. Et cette société civile, et je la salue et je lui rends hommage parce que l'on parle des journalistes locaux, que l'on parle des ONG locales, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions dangereuses. Et pourtant, ce sont ces personnes qui ont réussi à tisser des liens dans des communautés, comme dans l'Itourie, comme dans la région de Mombasa, pour que le jour où il faut trouver des victimes afin qu'elles puissent venir témoigner dans un procès, eh bien, elles ont les relais sur le terrain pour arriver à identifier les victimes, les accompagner et les faire venir ici en France et demain peut-être devant une autre juridiction. Donc encore une fois, ce travail d'identification des victimes a été rendu possible grâce à une société civile remarquable. Et pensez-vous que cela aurait pu être possible de mettre en place ce type de procès à Kinshasa quand la population en Andé et les Bamboutis ont été aussi les cibles de ces crimes? Votre consoeur, Maître Sulzer, a même souligné que leur statut ne leur permet même pas d'accéder à la justice. Eh bien, il faut que ça change. Nous savons que le président actuel, Félix Tshisekedi, a pris des engagements pour plus de justice, pour renforcer le pouvoir judiciaire. On sait qu'il y a quelques procédures assez encourageantes qui ont lieu en ce moment en République démocratique du Congo, notamment devant la justice militaire, où des ex-rebelles sont jugés pour des crimes internationaux. Il faut continuer ce processus, mais maintenant il faut que les autorités congolaises s'intéressent aux crimes commis pendant la Deuxième Guerre du Congo, qui restent largement impunis, alors même que ce que l'on voit aujourd'hui à l'est du Congo, notamment avec le M23 et les factions qui combattent, c'est une répétition des crimes qui ont été commis en 2002-2003. Donc ce cycle de violence ne pourra s'arrêter que s'il y a une justice extrêmement ferme qui est mise en place. Donc les autorités congolaises ont une société civile, notamment, qui peuvent les aider à agir contre l'impunité dans ce pays. Et à l'heure actuelle, ce verdict reconnaît-il pleinement la responsabilité pénale de Roger Lumbala? Qu'en est-il également des crimes économiques? Très bonne question. Alors, Roger Lumbala, il est condamné pour ce qu'on va appeler des crimes de sang. C'est-à-dire qu'il est condamné pour des crimes contre l'humanité, pour complicité de crimes contre l'humanité, et dans ces crimes contre l'humanité, des crimes sous-jacents comme les exécutions sommaires, le viol, le pillage, les travaux forcés, la réduction en esclavage, etc. Donc lui, il est jugé pour ces crimes de sang. Maintenant, Roger Lumbala, ce qu'il est ressorti des audiences, c'est que lui et son groupe, le RCDN, ont largement pillé les territoires qu'ils occupaient, que ce soit piller les habitants ou que ce soit piller les ressources naturelles. Ces ressources naturelles, ils les utilisaient pour eux, pour assurer leur survie politique, pour payer les militaires, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'ils les envoyaient aussi en Ouganda, qui était l'État qui les protégeait. Malheureusement, en l'état des informations que nous avons, il n'est pas possible d'envisager des procédures pour crimes économiques contre M. Lumbala ou d'autres personnes. Mais c'est ce qu'il faudra arriver à faire demain. Et demain, si on doit juger ou poursuivre des personnes qui sont actuellement des rebelles à l'est du Congo et qui participent au pillage des ressources naturelles, il faudra que ces personnes puissent être poursuivies pour crimes de sang et crimes économiques. Quelles vont être les réparations, les indemnisations pour les victimes de ces pillages et de ces violences quand même inouïes? Alors,
Maintenant que se sont terminées ces audiences pénales, vont commencer à la fin juin des audiences sur les aspects civils de ce procès. C'est-à-dire que les victimes vont demander réparation. On va travailler avec elles pour quantifier le préjudice causé et demander à la justice française d'ordonner Roger Lumbala de payer, d'indemniser les victimes à la hauteur des crimes et des préjudices qu'elles ont subis. Maintenant, nous ne savons pas si Roger Lumbala est une personne fortunée ou pas. En tout cas, ce qu'il possède en France n'a pas l'air très important. Donc malheureusement, les victimes vont se voir reconnaître un droit à être indemnisées. Mais de là à ce qu'elles soient indemnisées, malheureusement, ce sera très compliqué. Maître Thules, on arrive à la fin de l'émission. Pensez-vous que Roger Lumumba va faire appel, car il dispose donc de 10 jours pour récuser? Et alors, il dispose de 10 jours pour faire appel, en effet. La logique voudrait qu'il ne fasse pas appel, parce que s'il considère que les juridictions françaises sont illégitimes à le juger, eh bien, elles seront illégitimes à le juger en appel également. Maintenant, on le sait, on l'a vu dans son parcours politique, M. Lumbala est une personne qui va un peu dans toutes les directions, dont la boussole n'est pas très claire. Donc il est possible que finalement ils se disent qu'il vaut mieux faire appel et qu'il vaut mieux se défendre fait contre fait. Et s'il fait appel, nous nous réjouirons de voir cette fois l'avoir dans une cour d'assises. Selon un tel verdict peut-il vraiment faire basculer la lutte contre l'impunité en RDC à l'heure où les accords de Washington sont signés aussi également à Doha? C'est un premier pas. C'est pas ce jugement qui mettra fin à l'impunité en République démocratique du Congo pour les crimes les plus graves, mais il envoie un signal. Il envoie un signal qu'il y a une partie de la communauté internationale qui est prête à assumer le prix de la justice et qu'il faut et que toutes ces personnes qui commettent aujourd'hui des crimes sachent que peut-être un jour la justice les rattrapera. Aujourd'hui, c'est la France, et demain, ce sera peut-être le Congo. Ça peut être aussi d'autres pays. Il y a par exemple le Sénégal, qui a une loi de compétence universelle et qui a par le passé jugé l'ancien dictateur Hissène Habré. Donc, au nom de la compétence universelle, dans d'autres pays, il pourra également être possible, potentiellement, de poursuivre et de juger ceux qui aujourd'hui commettent des crimes. Merci beaucoup, Maître Henri Thules, donc avocat des parties civiles du procès Lumbala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.